Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans un vrai moment de crise. Imaginez un peu l'ambiance à Crystal Palace. Ah oui! Le club vient d'enchaîner 12 matchs sans aucune victoire en Première Ligue. C'est une éternité dans le foot moderne. C'est une spirale infernale. La confiance est au plus bas, la relégation qui commence à pointer le bout de son nez, et là, un nouvel entraîneur arrive, Olivier Glasner, pour essayer d'éteindre l'incendie. La pression est juste énorme. Oui, et c'est typiquement le genre de situation où chaque petit détail est amplifié. Une mauvaise passe, c'est une catastrophe. Une occasion manquée, ça pèse des tonnes. C'est ça. L'entraîneur doit être à la fois tacticien, pompier et psychologue. Et souvent, la solution, elle ne se trouve pas dans un grand changement tactique, mais dans un tout petit détail humain. Et c'est exactement là qu'on va aller. Au cœur de cette crise, il y a un joueur, Ismaïla Sarr, un attaquant sénégalais super talentueux, rapide, mais qui semble porter tout le poids de cette série sur ses épaules. Hum, hum. Et on a une source vraiment précieuse, une déclaration de Glasner lui-même, qui lève un peu le voile sur un travail de coaching très très spécifique, presque chirurgical qu'il a fait avec lui. Un joueur comme Sarr, en fait, c'est un baromètre. Quand il va bien, il peut porter l'équipe, c'est évident, mais s'il doute, son hésitation, elle devient contagieuse. Du coup, comprendre ce qui se passe dans sa tête, c'est devenu essentiel pour tout le collectif. Notre mission aujourd'hui, c'est donc de décortiquer cette interaction. On va voir comment un coach, en se concentrant sur un seul défaut récurrent chez un joueur, un blocage presque psychologique, peut non seulement relancer le joueur, mais potentiellement inverser la dynamique de toute l'équipe. Oui. C'est une plongée, je trouve, fascinante dans les rouages invisibles du sport de très haut niveau. Et ce qui est passionnant, c'est que ça nous sort des discours habituels, tu vois, sur les schémas en 4-4-2 ou le pressing haut. Tout à fait. Là, on entre dans l'humain, dans la communication. On va voir qu'un cri sur un terrain d'entraînement peut avoir beaucoup plus d'impact que des heures de briefing vidéo, quoi. Alors commençons par le diagnostic. Comme souvent dans le foot moderne, tout part de la salle vidéo. Glasner, le coach, il analyse les matchs et il repère un schéma qui se répète. Il dit, et je cite, « C'est drôle parce qu'après le match contre Forest, il s'est retrouvé dans une zone similaire. Il a essayé de faire une passe, mais aurait pu tirer. » Voilà. La première étape, elle est clinique, elle est factuelle. L'œil du technicien identifie une anomalie. Dans la zone de vérité, là où un buteur doit être un tueur, Sarr, lui, il choisit l'option la moins directe, la passe. Il délègue. Il délègue la responsabilité du tir. Et pour un coach qui cherche désespérément des buts pour stopper l'hémorragie, c'est un signal d'alarme majeur. Et Glasner précise bien que ce n'est pas un cas isolé. Il connecte ce moment à d'autres, il se crée un vrai dossier. Il dit « On a vécu une situation similaire contre Chelsea et en revoyant le match contre Brighton, on a constaté la même chose. Il n'a pas conclu une occasion en or. » Le problème est clair, donc. Le problème est clair, documenté, récurrent. Et à ce stade, l'instruction du coach, elle est la plus simple du monde. Il le dit lui-même, je lui ai juste dit « tire ». On ne peut pas faire plus direct. Et pourtant, cette simplicité est trompeuse. Si un simple tir suffisait, tous les attaquants en manque de confiance se remettraient à marquer. Bien sûr. Le fait que le problème persiste malgré l'instruction, ça montre que le blocage, il n'est pas technique, il n'est pas tactique. Sarr, il sait qu'il doit tirer. Le problème est ailleurs. Est-ce que c'est la peur de l'échec, la crainte de décevoir après tant de matchs sans victoire, ou alors une sorte d'altruisme excessif, la recherche de la passe parfaite qui au final n'arrive jamais. On est vraiment au cœur de la différence entre la théorie, dans le calme de la salle vidéo, et la pratique, dans le chaos d'un match de Première Ligue. Oui. Et c'est une différence qui se mesure en millisecondes. Sur la vidéo, il a tout le temps du monde. Sur le terrain, avec le défenseur qui arrive, le gardien qui sort, le poids des attentes, son cerveau doit prendre une décision hyper complexe sous un stress immense. C'est là que l'instinct doit prendre le dessus. Exactement. Le travail de Glasner, c'est pas juste de dire « tire », c'est de reprogrammer cet instinct. Et visiblement, la reprogrammation par la simple parole, ça n'a pas suffi. Ce qui nous amène à la deuxième étape. Et c'est là que tout bascule. On quitte la froideur de la vidéo pour la tension du terrain d'entraînement. Et le ton change radicalement. Glasner raconte « Franchement, cette semaine, à l'entraînement, c'était pareil et il a encore fait une passe. J'étais furieux, j'étais presque à genoux sur la pelouse et je lui ai crié « Isma, s'il te plaît, marque !»
C'est une image incroyablement forte. Le coach à genoux. On passe de l'ordre à la supplication. Ce n'est plus le cerveau qui parle, c'est le cœur, les tripes. C'est un vrai moment de rupture. Les mots sont puissants, furieux, presque à genoux. S'il te plaît. On sent une frustration immense. On pourrait presque y voir une perte de contrôle, un coach à bout. Mais est-ce que c'est vraiment ça ? Je pense pas. Je pense que c'est plus subtil. C'est ce qu'on pourrait appeler une technique de rupture de pattern. Le joueur, Sarr, il est coincé dans une boucle mentale. Je suis en position de tir, je doute, je passe. D'accord. Glasner a essayé de briser cette boucle à l'éclat logique avec le tir-cir. Ça n'a pas marché. Donc, il utilise une décharge émotionnelle pour court-circuiter cette boucle et forcer une nouvelle réponse. Ce n'est pas une perte de contrôle, c'est un outil de management. C'est une tentative d'électrochoc. Mais c'est une méthode à haut risque, non? Un joueur plus fragile ou peut-être plus susceptible aurait pu se braquer, se sentir humilié et se fermer complètement. Qu'est-ce qui a fait que ça a penché du bon côté ici? Plusieurs facteurs, je pense. D'abord, il faut une relation de confiance. Le joueur doit savoir que la colère du coach n'est pas dirigée contre lui en tant qu'homme, mais contre le blocage. C'est ça. Ensuite, la formulation est cruciale. Il crie pas « tire, bon sang ». Il crie « Isma, s'il te plaît, marque ». Le « s'il te plaît », ça change absolument tout. Ça humanise la demande. Ce n'est plus un ordre hiérarchique, c'est un appel à l'aide. C'est comme s'il lui disait « je peux pas le faire à ta place. On a besoin de toi. S'il te plaît, libère-nous ». Il le connecte à l'enjeu collectif, en fait. Il lui fait sentir le poids de son indécision sur tout le groupe. Précisément. Il transfère la pression, mais de manière positive. Il lui dit pas « ne rate pas ». Il lui dit « s'il te plaît, marque ». Il l'oriente vers la récompense, pas vers la peur de l'échec. C'est une nuance fondamentale. Il cherche à atteindre l'homme derrière le maillot pour libérer l'instinct de l'attaquant. Ce qui nous amène logiquement au dénouement. Est-ce que la méthode a fonctionné? La réponse arrive lors du match suivant, le moment de vérité. Voilà, Glasner conclut son récit de manière très factuelle. Aujourd'hui, il a tenté sa chance 2 fois. Une fois, il a raté, la deuxième fois, il a marqué. Et cette phrase, c'est la clé de toute l'histoire. Le plus important, en fait, c'est pas le but, c'est le premier tir, celui qu'il rate. C'est là que se joue la vraie victoire psychologique. Ah, c'est intéressant ça. Après des semaines à hésiter, à passer le ballon, il obéit enfin à l'instinct et il tire. Et il rate. À ce moment précis, tous ces vieux démons auraient pu ressurgir. La petite voix qui lui dit « tu vois, t'aurais dû faire la passe ». C'est le test ultime. Est-ce que le doute revient en force ou est-ce que le message du coach est plus fort? Et la réponse est dans la suite de la phrase. La deuxième fois, il a marqué. Le fait qu'il ait osé tirer une deuxième fois malgré le premier échec, ça prouve que le déblocage a eu lieu. D'accord. Le cri de Glasner a créé une sorte de permission de rater. En lui demandant de marquer, il lui a surtout demandé d'essayer. Il a créé un environnement où Sarr a compris que le coach préférait le voir rater un tir plutôt que de pas tirer du tout. C'est ça la clé. C'est une reprogrammation réussie donc. Voilà. La persévérance après l'échec initial, c'est la preuve. Et Glasner termine en insistant sur la dimension collective, il dit « Il a été récompensé et nous aussi ». Ce « nous aussi » est fondamental, n'est-ce pas? Il est au centre de tout. Ça signifie que le but de Sarr, c'est pas juste une ligne de plus sur ses stats, c'est la validation de la méthode du coach, c'est une bouffée d'oxygène pour toute l'équipe. Et la toute dernière phrase. Nous savons qu'il peut et qu'il va nous aider à marquer des buts. C'est une déclaration publique. Il dit pas « j'espère qu'il va nous aider », il dit « nous savons ». C'est un acte de confiance renouvelé. Il ferme la parenthèse du doute et il ouvre un nouveau chapitre. Cette approche de Glasner, très directe, très émotionnelle, elle est vraiment fascinante. Mais ça soulève une question, Evelyne. Est-ce que c'est la seule méthode possible? On peut imaginer d'autres grands entraîneurs qui auraient géré ça autrement. Ah ben absolument. Il n'y a pas de méthode universelle. Prenez un coach plus cérébral, comme Pep Guardiola. Oui. Il aurait peut-être abordé le problème sous un angle purement tactique. Il aurait sans doute créé des exercices à l'entraînement où, par la position des autres joueurs, le tir de Sarr deviendrait la seule et unique option logique, presque inévitable. Moins de psychologie, plus de géométrie, en quelque sorte. Exactement. Ou alors, un entraîneur au profil de père de famille, comme Carlo Ancelotti. On l'imagine mal crier et se mettre à genoux. C'est vrai. Lui, il aurait probablement pris le joueur à part, dans son bureau, pour une conversation calme, rassurante. Il aurait essayé de dégonfler la pression, de lui rappeler ses qualités, de lui dire « T'inquiète pas, ça va revenir, continue de tenter ». Une approche basée sur l'apaisement plutôt que sur l'électrochoc.
C'est tout à fait ça. Et donc le succès de la méthode Glassner, ça tient moins à la méthode elle-même qu'à son adéquation avec la personnalité du joueur, Sarr, et le contexte de crise du moment. D'accord. Glassner a senti que Sarr, il n'avait pas besoin d'être rassuré, ni d'une leçon de tactique, il avait besoin d'une secousse, d'un rappel brutal de ses responsabilités. Il a trouvé la bonne clé pour la bonne serrure au bon moment. C'est ça, la marque d'un grand manager. Si on prend un peu de recul, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? On a suivi ce parcours, un diagnostic clinique, une intervention émotionnelle forte et une validation en match. C'est une illustration parfaite de la complexité du coaching. Ça nous dit que la performance de haut niveau, c'est un équilibre hyper fragile entre la technique, la tactique et surtout le mental. Oui. On peut avoir les meilleurs schémas du monde, si les joueurs ont peur de prendre des initiatives, ça sert à rien. Cette histoire montre que parfois, la clé pour débloquer le potentiel de 11 hommes, c'est de réparer le doute d'un seul. Le message clé, c'est donc que la communication est un art. Savoir quand il faut être un analyste, quand il faut être un leader vocal et quand il faut être presque un psy, c'est ce qui fait la différence. Et cette leçon, elle dépasse largement les terrains de foot. C'est une règle d'or dans n'importe quelle forme de management. L'importance de la persévérance dans le feedback, Glassner n'a pas lâché. Et l'importance d'adapter son style. Il est passé du rationnel à l'émotionnel quand la situation l'exigeait. C'est un cas d'école. Ce qui nous amène à une dernière réflexion pour conclure. Toute cette histoire, au fond, elle repose sur la capacité de Sarah d'entendre la critique, d'encaisser le choc et de modifier son comportement. Alors pour atteindre l'excellence, qu'est-ce qui est le plus important? Le talent brut, immense, presque inné, ou bien cette coachabilité, cette force mentale qui permet d'écouter, d'accepter et de corriger un seul défaut sur lequel un mentor insiste sans relâche? C'est l'éternel débat, mais cette histoire y apporte une réponse assez nuancée. Le talent de Sarr n'a jamais été remis en question. C'est pour ça que Pallas l'a recruté. Mais ce talent était bridé, il était rendu inefficace par ce grain de sable dans la mécanique. Sans sa capacité à accepter cette critique et à travailler dessus, son talent seul n'aurait pas suffi. On peut dire que le talent vous donne une place dans l'équipe, mais c'est la force mentale et la capacité à corriger ses défauts qui vous font gagner les matchs qui comptent.